Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À Natacha, Vladimir et Théophile. Je remercie ceux qui m'ont apporté leur aide ou leur encouragement pour que ce travail voie le jour. Madame Baumfelder, MX Lecoutour, Madame Tessoulas. Madame S. Gillet, MJ Bernat, Madame Monsieur François. Madame MN Lemel, Madame Gabrielle Ruff. Madame A. Fermont, MM Stosenbar, MR Canon. L'équipe médicale qui a accueilli l'enquête de terrain. Et les patients qui m'ont confié leurs paroles. Préface. Le problème de la stérilité a occupé pendant une quinzaine d'années le centre de débat médiatique à l'intention d'un large public. La fécondation in vitro, les procréations médicalement assistées, la congélation d'embryons sont aujourd'hui connus et banalisés, alors que les enjeux fondamentaux qui sont mis en question par ces pratiques ne sont plus soulevés. De nombreuses voix de sociologues, de psychanalystes, de juristes auxquels se sont parfois joints des médecins, ont livré de nombreux travaux sur les dangers et les risques à venir de la généralisation de telles pratiques. Elles sont aujourd'hui assourdies par un silence feutré. Un éclaircissement sur des pans laissés dans l'ombre est présenté ici. Les réflexions et analyses qui sont proposées ont été élaborées à partir d'entretiens avec des couples, et avec des femmes venues exposer leurs problèmes d'infertilité aux médecins. Ont été aussi exploités les recueils d'échanges entre médecins et patients, lors de consultations médicales. Ce présent ouvrage est donc illustré par les entretiens à partir desquels s'élabore l'analyse. L'éclairage que nous souhaitons apporter met en corrélation ces pratiques de procréation médicalement assistée, AMP, avec le contexte industriel qui est le nôtre. Ces pratiques d'AMP se sont mondialisées, tout comme le régime marchand, fleurissant sur un contexte de baisse de la fertilité généralisée. Si de nombreuses causes sont évoquées pour l'expliquer, pesticides et autres, cette analyse privilégie une voie mettant en lumière les paramètres stérilisants de notre organisation scientifique et industrielle. Transmise par les médias et associée au lobby pharmaceutique, la parole du corps médical a véhiculé un discours sur la stérilité qui a provoqué une angoisse précipitant des couples vers la consultation médicale. Par ailleurs, notre mode industriel, inventant à l'âge moderne un concept du travail calculé sur du temps rentabilisé, pressurise les individus dans un espace-temps de plus en plus rapide. Le productivisme n'a plus de limite, car la soif du profit est inextinguible, tout doit aller vite pour l'étancher. Cette donne fondamentale de notre contexte industriel influe incontestablement sur notre fertilité, car à travers elle c'est aussi de la maîtrise du temps corrélée à la domination de la nature dont il est question. Elle atteint son paroxysme lorsque le contexte industriel et scientifique se déploie dans le champ médical faisant main basse sur le vivant. Induite à la suite la fécondation in vitro, la congélation d'embryons signe la capture du temps alors que sont passés sous silence les enjeux généalogiques qui en découlent. La congélation d'embryons provoque effroi et prosaïsme chez ceux qui y sont confrontés parce qu'elle est induite par la maîtrise du vivant, de la sexualité et du temps, négation du chaos de la vie et de la poésie, elle est porteuse d'une stérilité ontologique. Elle est la facture de la faillite de la pensée occidentale face à laquelle la poésie, la référence à l'autre structurant, l'éthique de la caresse, doivent être réintroduits pour que nous puissions nous réapproprier les modes de pensée, de production et de reproduction. Introduction. Très médiatisée il y a quelques années, les débats autour des couples stériles et de l'assistance médicale à la procréation ont provoqué un appel d'offres, incitant à venir consulter très rapidement après qu'une conception ait été souhaitée. En examinant la complexité des termes apparemment simples de couple stérile, l'impact de cet appel d'offres, et les conséquences de la précocité du recours à la consultation, nous allons démontrer comment peuvent être générées des causes d'infertilité dans notre contexte industriel. Nous analyserons tout d'abord un cortex que nous appelons dispositif médico-scientifique. D'autre part, si la demande d'aide médicale est instruite des différentes techniques exposées médiatiquement, la démarche vers le cabinet médical est d'abord une demande de réassurance sur la fertilité, avant d'être une demande pour concevoir un enfant. Par ailleurs, depuis la législation sur l'IVG et la contraception, les moyens d'empêcher la fertilité passent par le champ médical,
ce qui a pu suggérer que ceux de la fertilité s'y trouvaient également. L'on consulte donc un médecin pour faire un enfant, et plus seulement pour ne pas en avoir ou pour une pathologie. Ceci a pour conséquence que la fertilité se trouve en lieu et place de la maladie, au cœur de la relation médecin-malade. La nouvelle norme induite par le fonctionnement de l'appareil médico-scientifique conduit alors à aplatir la notion de désir sur celle de demande. Le temps de la fertilité, symbolique, subjectif et personnel de chaque femme passe ainsi par le champ médical. Si les femmes ont la possibilité de ne pas faire d'enfant lorsqu'elles ne le choisissent pas, ce n'est pas pour autant qu'elles ne le désirent pas. Cette complexité semble émerger de façon morcelée. Ce phénomène peut être pris comme effet de la confusion entre désir et choix. Ce dernier, s'il signe une liberté, implique aussi une perte, un renoncement momentané qui est idéologiquement compensé par le fait que l'on peut en avoir quand on veut. Or, la combinatoire se resserre lorsque le moment où l'on en veut arrive et que l'enfant ne vient pas tout de suite. Pour les hommes, le désir d'enfant est inversement déplacé. Auparavant, une grossesse survenait par le désir d'un homme pour une femme. Il est aujourd'hui dans le cadre de l'AMP dirigé vers le désir d'enfant. Ainsi la sexualité traverse-t-elle également le champ médical. Si elle le devient tout au long du parcours, l'affirmation « nous voulons un enfant » n'est pas toujours formulée aussi clairement au début de la démarche. La première consultation est donc une demande de réassurance sur ce qui dysfonctionne. Ce qui est en jeu dans cette démarche vers le médecin est une question portant sur la dynamique de la fertilité ou de la force vitale, c'est-à-dire de faire un enfant un jour et pas forcément tout de suite. Parce que la dynamique de la procréation traverse la dimension du symbolique, de l'imaginaire, s'inscrit ou non dans le réel d'un corps, elle porte un espace indicible, quelque chose de plus fort que soi qui nous échappe. Évoquer le désir d'enfant ne va pas si simplement de soi. Quant à la médecine du désir, c'est peut-être, une fois un rétablissement opéré, toucher à ce dont il est fondamentalement question. Soigner un désir socialement malade, un souffle ontologique qui s'épuise. Par ailleurs, le paramètre médiatique surenchérissant sur le miracle de la science est un biais non négligeable dans l'induction de l'adresse vers le champ médical. En effet, 99% des couples interrogés ont été informés par les médias. Ce facteur a ainsi constitué un appel d'offres. Les couples y répondent très rapidement, pour la plupart entre moins d'1 an à 1 an. C'est ce que nous appelons le recours précoce à la consultation pour stérilité. Ainsi se pose l'ambiguïté de la demande posée au médecin, car elle se déploie sur les deux mêmes registres que l'offre médicale. L'appareil médico-scientifique fonctionnant à la fois sur un plan thérapeutique depuis toujours, est en même temps traversé par le fonctionnement des lois du marché en proposant des techniques et des objets technologiques. La demande calquée sur l'offre médicale et adressée au médecin est donc une demande de savoir non formulée sur le fait de ne pas avoir d'enfant en même temps qu'une demande de technique dont les couples ont eu connaissance via les médias. C'est ce que nous appelons la demande savante. Par l'offre médicale médiatisée, les patients sont donc à même de choisir de par leur connaissance un produit AMP que le médecin va ou non accepter d'octroyer. Ceci induit une hiérarchie de valeur des techniques. L'espoir et le transfert symbolique étant portés sur la plus sophistiquée et la plus lourde médicalement. Ce bouleversement de la place du sujet supposé savoir peut conduire les patients vers un sentiment d'égarement. Un nouveau code sur le désir d'enfant se fabrique, alors que la question de la sexualité est éludée lors de la prise en charge dans le cadre de l'AMP, ce qui concourt à développer un fort sentiment de culpabilité chez les patients. Les femmes rencontrées, vivant l'état d'infertilité comme une faute, adoptent une conduite jusqu'au-boutiste rendue possible par le développement des techniques et ce qu'elles nomment l'engrenage des tentatives. Les femmes sont parfois soulagées lorsqu'elles vont au bout des tentatives autorisées et sont en paix avec l'idée d'avoir tout tenté. Ce sentiment se trouve parfois renforcé dans le cadre professionnel, surtout si la nécessité des soins implique de l'absentéisme. Ce choix difficile entre maternité et profession est présent ici de façon encore plus symptomatique. L'annonce de l'infertilité masculine est davantage vécue comme un choc, une destitution subjective castratrice. Elle est souvent assimilée à une forme d'impuissance. Ce sentiment dans le cadre du don de sperme
implique un questionnement quant à la vérité sur la non-paternité biologique. Il s'interroge sur le fait de le dire plus tard à l'enfant ou de garder le secret, et réactualise par là même la problématique de la fonction paternelle et du pater incertu. Ces questions qui ont pour cause une problématique personnelle de l'histoire familiale impliquent aussi la conséquence de se confronter seul au fondement de l'institution familiale. La gestion des liens de filiation doit alors s'effectuer par chacun, et renvoie à sa propre responsabilité. La perception symbolique de père, de mère et de transmission de l'ordre de la filiation se fait pour chacun naturellement, c'est-à-dire par un artefact complexe constitué d'un jeu de règles juridiques, de traditions et de dispositions inconscientes, lorsqu'une famille respecte l'ordre généalogique de succession et n'est donc pas dans l'inceste. L'introduction de paramètres nouveaux dans l'institution familiale, comme par exemple avec le don de sperme, bouleverse cet ordre. S'exprime alors la peur du rejet chez le patient de la part de son enfant, s'il venait à connaître la vérité sur sa conception. Par ailleurs, dans le cadre de FIV avec le don de sperme, non pour stérilité tubaire mais pour améliorer la fertilité du couple, les paroles de l'un et l'autre semblent évoquer un don mutuel. L'un parce qu'il renonce à partager une parenté biologique, alors que sa femme éprouvera la joie de la maternité en son sein, l'autre parce que ce qui est subi dans son corps pourtant fertile est vécu comme un sacrifice ou un don pour partager le manque du conjoint. Les patients, face à ce manque de points de repère, doivent inventer pour réinjecter de la fonction paternelle. C'est alors qu'intervient une sorte d'appel au mythe, présent dans le discours de nombreux couples et porteur d'efficacité symbolique pour restaurer la trame de transmission et la représentation du point originel. Il se dessine par l'espace fondateur désigné par les pères de la FIV, dénomination concernant les premiers médecins concepteurs de la technique. Pour les patients interrogés, c'est un temps de restauration de l'espace du sacré significatif du questionnement sur l'origine. Ce besoin de réhabilitation de l'inscription symbolique peut venir comme symptôme de l'absence de représentation de dynamique de la fertilité dans notre contexte industriel se pensant tout-puissant, et hors mythologie. Or, le mythe présentifie des points de repère structurants auxquels s'identifier afin d'instaurer l'image du semblable en référence au père fondateur, à l'ancêtre, au totem. Or, pour que fonctionne la généalogie qui est la force symbolique de la reproduction, il faut qu'elle inclue la représentation de l'absolu, de l'inaccessible. Par ailleurs, le concept de temps vertical, c'est-à-dire ordonné dans une succession chronologique permettant la transmission des générations, a manqué être bouleversé par l'invention de la congélation des embryons. La réduction à 5 ans de préservation a évité cette catastrophe. Cet espace nouveau dans l'histoire de l'humanité est porteur autant d'enjeux pour tous que de fantasmes pour chacun. Ainsi des patients se représentent-ils les embryons congelés comme leurs bébés, ont peur qu'ils souffrent et ne veulent pas les abandonner. D'autres expriment la peur que leur enfant, si l'embryon était décongelé puis donné à un autre couple, ne tombe amoureux de sa sœur, s'il venait incidemment à la rencontrer une fois adulte. Ce fantasme d'inceste, comme issu de tragédies grecques, fait émerger par là même les fondamentaux de l'humanité reposant sur l'interdit de l'inceste pour que l'ordre de la filiation et de la reproduction de l'espèce soit mis en œuvre. C'est de même la question de la reproduction du semblable dans sa différence et son unicité dont il s'agit à travers le problème du clonage, et qui soulève les questions fondamentales de la notion de conscience et de la définition de ce qu'est un être humain. Elle se pose également plus ou moins consciemment, mais douloureusement pour la réduction embryonnaire. Beaucoup de patients se demandent s'ils ont le droit de le faire. Ces observations nous amèneront à examiner dans un deuxième temps quelles peuvent être les racines de notre mal en allant puiser dans notre contexte historique et culturel occidental. C'est dans ce creuset que s'est développé le concept de domination de la nature, à travers lequel la médecine moderne a pris son essor. Cette volonté de maîtrise a produit un discours clos, sans faille, sans métaphore du manque, induisant une confusion des points de repère structurants, un détissage de la trame symbolique du lien social, une indifférenciation des sexes. Nous démontrons ainsi que le code médical se développe à partir d'un discours médiatisé, autour de la stérilité. Les définitions de cette dernière sont construites à partir de l'avance des techniques, et non en référence au champ de la fécondité créatrice. Ce codage n'est pas un langage permettant une symbolique mettant en jeu les rapports sociaux. Au contraire,
Il détisse le lien social qui se joue à travers l'institution familiale et du couple. Il n'est pas un langage structurant mais un système sans symbolisation et donc mortifère. Il tente à s'ériger en tant que discours dominant de par sa spécificité scientifique, en approchant des questions fondamentales de la sexualité, de la reproduction de la vie, de sa frontière avec la mort. Or, il n'institue pas le vivant dans le langage, ce qui est la place du cadre juridique, mais cherche à le déloger en repoussant ses frontières et garde-fous. Le discours médico-scientifique obture par des réponses codées le questionnement qui noue le symbolique, l'imaginaire et le réel, qui est la source où l'humanité va puiser l'altérité pour rattacher la production de la vie à la reproduction du phénomène de pensée. Ce discours de maîtrise, par sa volonté de capter l'ultime inaccessible, à savoir le temps, synonyme de sexuation, amène à une remise en cause de l'ordre généalogique de la transmission de la vie. Cette infécondité conceptuelle, par la négation poétique de l'altérité, pourrait avoir induit une stérilité ontologique. Par un détissage de l'ordre de la filiation, nous risquons de dériver vers une plate simplification de ce qui produit la vie, en cherchant à maîtriser la sexualité, le désir et le temps, captation qui clôt le questionnement. Les phénomènes de stérilité se développent à partir d'une infécondité de l'imaginaire. Bouleversement de la dynamique sexuelle. La contraception. Le 4 décembre 1974 est adoptée la loi qui autorise les mineurs à bénéficier de la contraception sans autorisation de leurs parents, complétant ainsi le dispositif de la loi Neuwirth de 1967 qui légalise la contraception en France. Avant 1967, la contraception était placée sous l'égide de la loi de 1920 qui assimilait contraception et avortement et punissait d'1 à 6 mois de prison quiconque aurait dans un but de propagande anticonceptionnelle écrit ou divulgué des procédés propres à prévenir la grossesse. Les débats autour de la proposition de la loi Neuwirth assimilèrent alors parfois la contraception au risque de prostitution pour arrondir les fins de mois, ou d'atteinte à la conscience de la fière virilité des hommes dont leurs femmes absorberont la pilule devenant un objet de volupté stérile. Cette aperception de la contraception est inimaginable aujourd'hui, alors que nous ne concevons pas la sexualité sans contraception. Ces termes nous apparaissent totalement archaïques. Pourtant, quelques décennies seulement séparent cette situation de la nôtre et il nous semble judicieux de nous interroger précisément sur le fait que cela paraisse pour la génération pilule, et les suivantes si lointain. Nous devons souligner l'opacité qui enveloppe notre regard sur la contraception, nous la faisant considérer comme une évidence. Cet acquis qui nous a permis notre liberté d'aimer depuis l'adolescence, déforme une réalité des femmes propre à elles depuis toujours jusqu'à la maîtrise de la contraception. Il nous a fait oublier que sans contraception maîtrisée, la sexualité impliquait intrinsèquement la probabilité procréatrice. Plate évidence que nous ne percevons pas toujours mais qui nous est brutalement et douloureusement rappelée par la demande d'interruption de grossesse. Sans contraception, la probabilité procréatrice faisait de l'enfant le 3 intrinsèque de la relation sexuelle. En amont de l'offre de PMA, le champ médical est détenteur des moyens d'empêcher la fertilité, ce que nous nommons objets technologiques. Ils sont à la fois matériaux chimiques donc produits du lobby pharmaceutique et de technologie médicale, conquête féminine des années 68 à 70 d'un projet de féminité sans fatalité procréative, et position juridique d'une société qui accepte, contrainte ou non, d'octroyer cette liberté aux femmes. La possession de l'objet contraceptif confère aux médecins un pouvoir supplémentaire, à celui de limiter le risque de mort lié à une pathologie, mais aussi de limiter les risques de vie inopportune à un moment donné, voire à la supprimer lorsqu'elle est engagée. Ce choix de société du combat des femmes et de ceux qui les ont soutenues, implique le passage obligé par le champ médical signifiant contrôle, examen et prescription pour l'obtention du contraceptif ou de l'IVG. Le fait que la médecine gynécologique contemporaine soit surmontée par le champ technico-industriel, induit un déplacement dans les termes constituant la relation médecin-patient. Si l'on avait auparavant une relation triangulaire patient-maladie-médecin, on peut poser aujourd'hui le schéma patient-objet technologique médecin.
Le fait que le terme objet technologique soit en position de maladie dans ce schéma implique qu'une pathologie d'un type nouveau est induite. La fertilité transite par le champ médical. On s'adresse donc au médecin pour faire un enfant comme on s'est adressé à lui pour empêcher sa venue. La nouvelle norme induite par le fonctionnement de l'appareil médico-scientifique conduit alors à aplatir la notion de désir sur celle de la demande. Le temps de la fertilité, symbolique, subjectif et personnel de chaque femme passe par le champ médical. Par la contraception, le 3 est séparé ou distendu dans le temps, et il faut réinjecter un troisième terme pour donner l'enfant. Il se fait par l'appel au champ médical où l'on vient contrôler l'état gynécologique pour faire un enfant, ou arrêter la pilule ou consulter très rapidement après l'arrêt de celle-ci. L'ellipse de la sexualité. Nous parlons alors de contraception, ou des AMP, termes qui viennent comme des négatifs photographiques pour éluder ce dont il est réellement question, la sexualité. La dynamique sexuelle bouleversée par l'acquis contraceptif implique une transformation de la notion de vie qui, dans l'exemple de l'acte de PMA, n'est plus sexuellement transmissible. Ce désir d'enfant, noué dans la complexité de la sexualité féminine, se transforme en une revendication au droit à l'enfant, comme un droit au travail ou à l'accès aux soins. Du côté de ceux qui reçoivent la demande, ce désir d'enfant ou du moins de la demande entendue comme telle peut prendre un versant orthopédique. Il y aurait un bon ou un mauvais désir d'enfant. À propos d'une femme marchant de près vers la quarantaine, ayant déjà eu des enfants de son côté et souhaitant une nouvelle grossesse avec son second conjoint, le médecin me confiera. Elle veut donner un enfant à son homme, c'est évident. Je ne sais pas si c'est une très bonne indication. Mais que veut donner une femme à l'homme qu'elle aime, sinon un enfant ? Cette dimension de la sexualité des femmes éclate au grand jour depuis qu'elles ont la possibilité de ne pas faire d'enfant lorsqu'elles ne le choisissent pas. Ce n'est pas pour autant qu'elles ne le désirent pas. Cette complexité semble émerger de façon morcelée. Ce phénomène peut être pris comme effet de la confusion entre désir et choix. Ce dernier qui signe une liberté implique aussi une perte, un renoncement momentané qui est idéologiquement compensé par le fait que l'on peut en fait quand on veut. Or, la combinatoire se resserre lorsque le moment où l'on en veut arrive et que l'enfant ne vient pas de suite. Pour les hommes, le désir d'enfant est inversement déplacé. Auparavant, une grossesse survenait par le désir d'un homme pour une femme. Il est aujourd'hui, dans le cadre PMA, dirigé vers le désir d'enfant par l'acte masturbatoire. Ce dernier, stérile par définition et que l'on nomme recueil du sperme, est pour certains patients un souvenir horrible, certains refusant même de s'y plier. On a vu le premier gynécologue qui nous a expliqué le déroulement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.